La plupart d'entre nous connaissent la célèbre photographie de Pogo le clown. John Wayne, le personnage inquiétant joué par Gacy dans les années 1970, avec un visage maquillé et un bouquet de ballons joyeux, c'est un contraste frappant avec l'individu perturbé et tordu que Gacy était réellement. Mais toutes les photos ne sont pas inquiétantes au premier abord. Souvent, ce sont les clichés qui semblent les plus ordinaires d'une personne ou d'une scène qui cachent les histoires les plus sombres derrière eux. Rejoignez-nous pour l'épisode d'aujourd'hui où nous allons examiner 3 photos apparemment innocentes qui cachent de sombres histoires vraies de crimes. Alan Ruby. Le 12 octobre 2014, Alan Ruby, âgé de 19 ans, a publié cette image sur son compte Instagram avec la légende suivante. L'université ne serait pas aussi géniale sans ces 2 perles. Cependant, cette photo apparemment ordinaire devient bien plus sinistre lorsque vous découvrez que, 3 jours plus tôt, Ruby avait ôté la vie à toute sa famille et faisait semblant de ne pas être au courant de la violence qui s'était déroulée dans la maison de ses parents. Le père de Ruby, John, et sa mère, Joy, résidant de Duncan, Oklahoma, travaillaient tous les 2 au journal local appelé The Marlow Review. Avant cela, John avait été l'ancien éditeur du Duncan Banner, la famille ayant vendu l'entreprise en 1997. Ils avaient 2 enfants, Catherine, 17 ans en avant-dernière année au lycée de Duncan, et Alan, 19 ans étudiant à l'université de l'Oklahoma. Selon tous les témoignages, la famille était aisée. Ruby avait l'habitude de dépenser sans compter, invitant ses amis à séjourner à l'hôtel, s'envolant pour des escapades à travers l'Europe et s'offrant des chaussures de créateur. Une Rolex brillante ornait toujours son poignet et il voyageait toujours en première classe, méprisant ses camarades étudiants qui ne pouvaient guère se permettre plus qu'un paquet de nouilles instantanées pour le dîner. Dans un article de blog de mars 2014, il écrivait « Rien n'égale l'adrénaline de passer sa carte de crédit à la caisse d'un magasin. À ce moment, vous attendez que l'écran indique « Approuvé ». Vous commencez à avoir des palpitations cardiaques et vous ressentez une montée d'adrénaline. Au moment où elle vous rend vos affaires, vous êtes tellement sous l'effet de l'adrénaline. Le total de 15 000 $ ne vous impacte qu'une fois rentré chez vous et les reçus consultés. Mais le goût de Ruby pour la belle vie était devenu incontrôlable avant les meurtres. En janvier 2014, il a plaidé coupable d'une accusation de vol de carte de crédit après avoir volé la carte de sa grand-mère. Il devait 491 $ d'amende et de frais de justice et devait comparaître à nouveau devant le tribunal le 12 novembre pour son verdict final. Ses parents avaient dû financer son voyage en Europe, mais il avait utilisé la carte de crédit de sa grand-mère pour payer ses expériences sur place, accumulant 5 000 $ de dépenses. 2 ans auparavant, il aurait agressé sa propre mère après qu'il se soit disputé à propos de ses habitudes de dépenses. Elle a choisi de ne pas porter plainte. Au moment des meurtres, il devait 3 000 $ à une société de prêt et faisait l'objet d'une enquête pour avoir volé et falsifié des chèques d'une valeur de 17 500 $. Le vol de la carte de crédit de sa grand-mère a cependant été la goutte d'eau pour Joie et Jean qui ont coupé tout soutien financier à Ruby. La femme de ménage de la famille, Rosie, a plus tard témoigné que Joie lui avait dit en larmes ce qu'elle avait entendu d'une amie. Apparemment, Ruby allait partout en disant à ses amis qu'il allait laisser nous tuer. Le matin du 13 octobre 2014, Rosie a appelé la police. Elle était bouleversée et choquée, expliquant qu'en arrivant au travail, elle avait trouvé 3 membres de la famille Ruby morts. Un voisin troublé par le triple meurtre a déclaré « C'était une bonne famille, toujours prête à aider. Si votre voiture ne démarrait pas, ils vous aidaient à la relancer. Ou si votre chien fuyait, ils tentèrent de l'attraper avec vous. Juste des choses de bon voisinage. » Rosie a dit aux enquêteurs qu'elle ignorait si elle devait aller travailler le 13 au matin, n'ayant pas eu de nouvelles de Joy. Elle a décidé de pécher par excès de prudence et s'est quand même rendue au domicile familial où, peu de temps après, elle a découvert les corps.
Joie était allongé dans la cuisine, Jean face contre terre dans l'embrasure entre cuisine et salle à manger. La famille était morte depuis 4 jours, quelques heures après la découverte des corps de sa famille. Rubis a été arrêté en lien avec l'affaire de vol de cartes de crédit. Lorsqu'on lui a annoncé que ses parents et sa sœur étaient de mort, il a commencé, je cite, à hurler, pleurer et avoir beaucoup de mal. Les enquêteurs ont finalement déclaré qu'il s'était assez calmé pour être interrogé. Ils ont noté qu'à ce moment-là, Ruby était devenu leur principal suspect dans les meurtres, et il n'a pas fallu longtemps avant qu'il avoue. Ruby a raconté au détective que le 9 octobre, il avait pris l'arme de son père et s'était d'abord approché de sa mère dans la cuisine. Lorsque Joyce est tournée, il lui a tiré une balle dans la tête. Cependant, après s'être effondrée, elle montrait encore des signes de vie, alors Ruby a tiré de nouveau sur sa mère. Sa sœur Catherine, 17 ans, était dehors et est rentrée, peut-être après avoir entendu le bruit. Lorsqu'elle est entrée dans la cuisine, il lui a tiré dessus une fois. Ruby pensait qu'elle était morte sur le coup. Son père, Jean, a été le dernier à mourir parce qu'il avait travaillé toute la journée. En rentrant chez lui, 1 heure après la mort de Catherine et Joie, il est entré dans la cuisine et s'est retrouvé face à son fils. Ruby a tiré touchant son père à la tête. Comme sa mère, cependant, son père était encore en vie lorsqu'il est tombé au sol, alors Ruby a tiré de nouveau. Après les meurtres, Ruby a saccagé la maison pour simuler un cambriolage raté. Il a emporté les enregistrements de surveillance familiale et s'est enfui sur le campus universitaire. Il a jeté l'arme et les enregistrements dans un lac en route. Il s'est ensuite rendu à Dallas, où son université disputait un match sportif contre l'université du Texas, bien qu'il n'ait pas assisté au match. Il est ensuite resté avec des amis au Ritz-Carlton à Dallas. Ruby a aussi avoué à la police avoir laissé son téléphone en partant à Duncan pour éviter que sa localisation ne soit révélée aux enquêteurs. Il aurait posté des photos de la vue depuis sa chambre universitaire le soir des meurtres. Il pensait qu'en héritant après la mort de sa famille, il pourrait rembourser ses dettes et poursuivre ses dépenses excessives. En 2016, Ruby a plaidé coupable de 3 meurtres au premier degré dans le cadre d'un accord. Avec cet accord, il échapperait à la peine de mort initialement demandée par l'accusation. Il a écopé de 3 peines de prison à vie sans libération conditionnelle et a accepté de ne pas contacter ses proches dans le cadre de l'accord. De ne pas tirer profit de ses crimes par le biais de contrats de livres ou de films et de ne pas communiquer avec les médias. John Edward Robinson. Ce portrait de famille montrant 5 personnes souriantes et un bébé semble totalement anodin à première vue, jusqu'à ce que vous réalisiez que l'homme en pull jaune est l'un des tueurs en série les plus troublants d'Amérique et que le bébé sur ses genoux est l'enfant de l'une de ses victimes. John Edward Robinson est né le 27 décembre 1943 à Cicero, dans l'Illinois. Mauvais élève issu d'un foyer strict et abusif, il a passé sa jeunesse à se battre et a abandonné l'école puis l'université. En 1969, il a été arrêté à Kansas City pour avoir détourné 33 000 $ d'un cabinet médical où il travaillait comme radiographe en utilisant de faux diplômes. Bien que Robinson ait fréquenté l'université et étudié pour devenir radiographe, il a abandonné après 2 ans. Condamné à 3 ans de probation pour ce crime, il l'a aussitôt violé en déménageant à Chicago sans autorisation. En 1971, il a été arrêté pour détournement de fonds alors qu'il travaillait comme vendeur d'assurance. Il est revenu à Kansas City et sa probation a été prolongée. Au cours de la décennie suivante, Robinson continuerait à commettre des crimes non violents, souvent financiers. Robinson est connu pour 8 meurtres, mais il pourrait en avoir commis plus. Les enquêteurs ont relevé des périodes inexpliquées dans sa vie. Et plusieurs de ses victimes confirmées n'ont jamais été signalées disparues ou n'ont jamais été retrouvées, ce qui suggère qu'il pourrait y avoir beaucoup d'autres victimes inconnues. Sa première victime connue était Paula Godfrey, âgée de 19 ans que Robinson a embauchée dans son cabinet de conseil en gestion en 1984. Il lui a dit qu'il l'envoyait, ainsi que plusieurs autres employés au féminine qui n'existaient en pas, à San Antonio, au Texas, pour suivre un cours de compétences administratives. Et il est venu la chercher chez elle le 1er septembre pour l'emmener à l'aéroport. Cependant, Paula n'est jamais revenue. Elle vivait chez ses parents, qui ont signalé sa disparition quand elle n'est pas rentrée. Robinson a assuré ignorer où elle était, mais quelques jours plus tard,
Une lettre dactylographiée, prétendument signée par Paula, est apparue chez ses parents. Elle a rassuré ses parents en disant qu'elle allait bien et ne voulait pas les voir ni leur parler. On ne l'a jamais revue ni entendue depuis, les forces de l'ordre affirmant à l'époque que, puisqu'elle était légalement adulte, il n'y avait rien qu'ils puissent bien faire si elle était partie de son plein gré, comme l'indiquait la lettre. Le crime le plus marquant de Robinson eut lieu 1 an plus tard, lorsqu'il rencontra Lisa Stacey, 19 ans. Lisa était la mère d'un bébé de 4 mois, Tiffany, et vivait dans un foyer pour femmes à Kansas City. Robinson, sous le nom de John Osborne, invita Lisa à rejoindre le programme d'assistance de Kansas City qu'il prétendait avoir créé pour aider les femmes défavorisées. Il visitait foyers et hôpitaux pour convaincre des femmes de rejoindre le programme. Et il affirmait qu'elles bénéficieraient du gîte et du couvert gratuits pendant leurs études, et qu'il pourrait les aider à trouver un emploi une fois leur diplôme obtenu. Lisa a été séduite par l'idée, espérant offrir une vie meilleure à son bébé, et Robinson les a ensuite installés, elle et Tiffany, dans un hôtel. En contrepartie de son hospitalité, Robinson lui a demandé de signer 4 feuilles. Peu de temps après, Lisa a appelé sa famille, en pleurs et hystérique, expliquant qu'elle avait signé des papiers. Betty, sa belle-mère, lui avait conseillé de ne rien signer. Citation, « Elle pleurait seulement. Et puis elle s'est enfin calmée et elle a dit « Les voilà qui arrivent de maintenant ». Et elle a raccroché, et c'était la dernière fois que je l'ai entendue. Plus personne n'a vu ou entendu Lisa après cela. Sa famille a reçu une lettre dactylographiée quelques jours plus tard, similaire à celle que la famille de Paula Godfrey avait reçue. Elle était soi-disant signée par Lisa. La directrice du refuge où Lisa a séjourné a aussi reçu une lettre disant « Merci pour votre aide. J'ai décidé de quitter cette région et d'essayer de construire une bonne vie pour moi et Tiffany. » La mère de Lisa a souligné que sa fille n'était pas assez douée en dactylographie pour écrire d'aussi longues lettres. Entre 1987 et 1993, Robinson a été en prison pour de multiples condamnations pour fraude et violation de liberté conditionnelle, et entre 1994 et 2000, 6 autres femmes ont disparu. Cependant, il est devenu de plus en plus négligent et, en 1999, il attira l'attention des enquêteurs en raison de sa fréquence d'implication dans des affaires de disparition. Il a été arrêté en juin 2000 après qu'une plainte pour agression sexuelle a été déposée contre lui, tandis qu'une autre femme l'a accusé de vol. Les enquêteurs ont fouillé la propriété de Robinson et y ont trouvé 2 corps de ses victimes dans des fûts chimiques de 85 livres, 3 autres corps retrouvés sur la propriété. En 2003, il a été reconnu coupable de 3 meurtres, et en 2005, il a accepté la responsabilité de 5 autres afin d'éviter la peine de mort. Ilasuikal a actuellement 80 ans et il est toujours en prison. Quant au bébé que l'on voit sur cette photo inquiétante, il s'agit de Tiffany Stacey. Quelques jours après la disparition de Lisa, Robinson s'est approché de son frère Donald et de sa belle-sœur qui cherchaient à adopter un bébé mais qui n'avaient pas encore réussi en utilisant les voies traditionnelles. Il a affirmé connaître un bébé dont la mère s'était suicidée récemment et a demandé 5 000 $ de frais juridiques. Donald et sa femme ont accepté de payer et le bébé Tiffany leur a été confié et nommé Heather. Ce n'est qu'en 2000, après l'arrestation de Robinson, qu'elle a découvert son identité grâce à des tests acide désoxyribonucléique prouvant qu'elle était Tiffany Stacey. Elle avait 15 ans à l'époque. Heather a finalement choisi de garder le nom que Donald et sa femme lui avaient donné et a été officiellement adoptée par le couple lorsqu'elle avait 18 ans. Bien que Robinson ait été inculpé du meurtre de Lisa, son corps n'a jamais été retrouvé et les événements exacts qui se sont produits le jour de sa disparition restent inconnus. Franklin Floyd. Tout comme la photo précédente, cette photographie semble assez inoffensive à première vue. C'est sûrement juste une photo d'un père et sa fille, non ? Malheureusement, cette photo montre le meurtrier et violeur condamné Franklin Floyd et l'une de ses victimes, Susan Savakis, la fille de sa première épouse, qu'il a enlevée alors qu'elle était enfant et qu'il a fini par épouser. Floyd est né à Barnesville, en Géorgie, le 17 juillet 1943. Son père est décédé 1 an plus tard, laissant sa mère essayer d'élever seule 5 enfants. Elle a eu du mal à joindre les 2 bouts et au final, les enfants ont été placés en foyer. Floyd a déclaré avoir subi des violences physiques et sexuelles d'autres enfants et du personnel du foyer où il vivait. Adolescent, il s'est tourné vers la délinquance. Son premier crime violent connu date de 1962 à l'âge de 18 ans.
Il a enlevé une fillette de 4 ans dans un bowling et l'a agressée sexuellement dans les bois à proximité. Condamné à 10-20 ans pour enlèvement et attentat à la pudeur sur mineur, il a ensuite été libéré et placé en centre de réinsertion en 1972. 3 mois après, il a tenté d'agresser sexuellement une femme dans une station-service, mais elle a réussi à fuir. Il a été arrêté mais a payé sa caution, puis il a fui la région, faisant de lui un fugitif. En 1974, Floyd a rencontré Sandra Brandenburg, qui était la mère de 4 enfants. Suzanne Savakis, âgée de 5 ans, Alison Brandenburg, âgée de 3 ans, Amy Brandenburg, âgée de 2 ans, et le nouveau-né, Philip Brandenburg. Floyd et Sandra sont sortis ensemble pendant 1 mois avant de se marier, et elle a emménagé chez lui avec ses enfants à Dallas, au Texas. Elle a ensuite raconté au réalisateur du documentaire Netflix « La fille à la photo » qu'elle risquait de perdre la garde de ses enfants. Lorsque Floyd l'a approchée à l'église et lui a proposé de l'épouser et d'adopter ses enfants, d'où cette union éclair. En 1975, Sandra a été condamnée à 30 jours de prison pour avoir émis des chèques sans provision. Les enfants sont restés avec Floyd pendant qu'elle purgeait sa peine, mais à son retour, elle a découvert qu'ils avaient tous disparu. Elle a retrouvé Alison et Amy dans un groupe social d'une église, mais n'a pas localisé Suzanne ni Philippe. Elle a tenté de porter plainte pour enlèvement, mais les forces de l'ordre lui ont dit qu'en tant que beau-père des enfants, Floyd avait le droit de les emmener. Floyd a élevé Suzanne comme sa fille. Il faisait fréquemment des déclarations incohérentes et contradictoires sur la façon dont il avait obtenu la garde de Suzanne et l'avait inscrite dans diverses écoles sous plusieurs noms. Elle est apparue pour la première fois en 1975 dans une école d'Oklahoma City sous le nom de Suzanne Davis. En 1986, lors de l'obtention de son diplôme en Géorgie, elle portait le nom de Sharon Marshall. Elle rêvait d'aller à l'université pour étudier le génie aérospatial et avait obtenu une bourse complète pour le faire à l'Institut de technologie de Géorgie. Mais elle a confié à une amie qu'elle était enceinte et que son père ne lui permettrait pas de poursuivre ses études. Elle a accouché et son bébé a été proposé à l'adoption. Ensuite, elle a déménagé en Floride avec Floyd et travaillé comme danseuse exotique. Elle est vite retombée enceinte, donnant naissance à Michael Hughes en 1988. Suzanne a épousé Floyd 1 an plus tard, à l'âge de 19 ans à la Nouvelle-Orléans, et le couple a utilisé les pseudonymes Clarence Hughes et Tonya Tadlock. Pendant leur séjour à la Nouvelle-Orléans, Suzanne a donné naissance à un autre enfant nommé Megan, qui a également été confié à l'adoption. En avril 1989, des collègues de Suzanne l'ont incité à quitter son mari, qu'il jugeait dominateur et violent. Suzanne leur a dit qu'il la tuerait, elle et son fils, si elle agissait ainsi. Elle a souligné que Floyd avait intégré l'ordre fraternel de la police sans être policier et qu'il pouvait la retrouver partout grâce à ses contacts. Mais en 1990, Suzanne s'est rendue compte qu'elle était fatiguée de la vie qu'elle menait et qu'elle voulait s'enfuir avec son fils. Et Kevin Brown, avec qui elle avait une liaison secrète. Tragiquement, Suzanne n'a pas pu trouver son bonheur éternel. Elle a été retrouvée morte plus tard ce même mois, à seulement 20 ans sur le bord de l'autoroute près d'Oklahoma City. Des aliments éparpillés laissent penser qu'elle est sortie faire des courses et a été attaquée quand elle regagnait la chambre de motel partagée avec Floyd. Les autorités ont émis l'hypothèse qu'elle avait été percutée par une voiture et bien qu'elle était vivante lorsqu'on l'a trouvée, elle est décédée à l'hôpital. Floyd a dit s'être endormi après le départ de sa femme partie faire des courses. La véritable identité de Suzanne n'a été établie qu'en 2014. Après sa mort, le fils de Suzanne, Michael, a été placé en famille d'accueil et Floyd a quitté l'État. Les parents d'accueil de Michael ont signalé qu'il avait un contrôle musculaire limité et qu'il ne parlait pas, mais qu'il se portait bien sous leur garde. En 1994, ils ont lancé la procédure d'adoption. Pendant ce temps, Floyd a été brièvement emprisonné et à sa sortie, a tenté d'obtenir la garde de Michael. Cependant, compte tenu de son casier judiciaire et du fait que son acide désoxyribonucléique montrait qu'il n'était pas le père biologique du garçon, il a essuyé un refus. Le 12 septembre 1994, Floyd a pris les choses en main. Lorsqu'il est entré dans l'école de Michael, il a braqué une arme sur le directeur et a réussi à enlever Michael et à l'enfermer dans son pick-up. Il a été arrêté 2 mois plus tard dans le Kentucky, mais Michael était introuvable. Et ce n'est qu'en 2015 que Floyd a avoué avoir tiré 2 fois dans la tête du petit garçon après l'avoir enlevé. Son corps n'a jamais été retrouvé. En 2001, Floyd a été condamné à 52 ans de prison sans libération conditionnelle pour l'enlèvement de Michael. Peu de temps après,
Il a été soupçonné d'être impliqué dans le meurtre de Cheryl Ann Camezo, âgée de 18 ans, une collègue de travail de Suzanne Monte. Après sa condamnation, les enquêteurs ont retrouvé des dizaines de photographies de femmes battues et ligotées, dont certaines étaient des images de Cheryl Worth. Cependant, les forces de l'ordre ont également trouvé des images sexuellement explicites de jeunes filles, y compris Suzanne. Ces photos avaient été placées dans une enveloppe et scotchées sous un camion appartenant à Floyd. Floyd avait été vu en train de se disputer avec Cheryl après l'avoir accusé d'avoir dénoncé Suzanne pour avoir menti sur ses revenus, ce qui lui avait fait perdre ses allocations gouvernementales. Un témoin se souvenait l'avoir vu donner un coup de poing au visage de Cheryl. Elle a disparu en 1989 et Suzanne et Floyd ont quitté l'Oklahoma peu après, non sans avoir incendié leur caravane, totalement détruite par les flammes. Le corps de Cheryl Asté a été retrouvé en 1995 près de l'Interstate 275 dans le comté de Pinellas en Floride. Floyd a été condamné à mort pour le meurtre, mais il est décédé en prison en janvier 2023 de cause naturelle à l'âge de 79 ans. Le frère disparu de Suzanne, Philippe, a été retrouvé sain et sauf en 2019 et des tests acides désoxyribonucléiques ont confirmé son identité un an plus tard. Adopté à 6 semaines, il a été élevé comme leur propre enfant par un couple. Fait notable, le troisième enfant de Suzanne, confié à l'adoption en 1989 à la Nouvelle-Orléans, a aussi été retrouvé. Megan Dufresne a été élevée par Mary et Dean Dufresne et a mené une vie normale, heureuse et saine après son adoption. Elle a maintenant 2 enfants à elle. L'un d'eux s'appelle Michael, en hommage à son frère, et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres pensées et réactions et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, restez vigilants, restez en sécurité et je vous dis à la prochaine fois.